Thank you very much, René. Let me tell you something in French, please. René, vous aussi, vous êtes brillante avec énormément d'énergie. And I quote somebody pretty famous who said that. Thank you very much again. We're very proud to have you here. Thank you very much. René, you stay with us because you're going to reward most of the people who successfully created this blue ocean you talked about. Okay? So, donc, on va commencer à faire la remise de prix. Bon, on va dire que c'est les Blue Ocean Awards, saison 3, épisode 1, puisqu'on va parler des mentors. Alors, les mentors, la catégorie des mentors, pour m'aider à remettre cette catégorie des mentors, les mentors, ce qu'ils sont, c'est ceux dont a parlé Alban tout à l'heure, c'est ceux qui étaient des bébés l'année dernière, qui étaient des petites entreprises qui commençaient à créer leur marché et qui maintenant ont créé un gros marché, qui ont justement quitté ce petit océan rouge. Elles ont créé, elles ont éliminé, donc elles ont réduit les coûts d'un côté et elles ont changé le marché, transformé le marché de l'autre et maintenant c'est devenu des entreprises beaucoup plus importantes. Alors pour m'aider à remettre ce prix des mentors, merci d'accueillir les 3 membres du jury de cette année. Angélique Bag, responsable du programme Startup de Hewlett-Packard Entreprise, on applaudit. Jean-Michel Dahan, sous-directeur de la direction. Angélique, ravi, je vous donne un micro. Et Hervé Amoro, qui est le directeur général du groupe Accessio. Hervé, venez me rejoindre. Merci d'être là. Merci d'être tous présents à mes côtés. Alors, dans la catégorie mentor, il y avait plus de 300 candidatures qui ont été réduites à la fin à 20 finalistes. Et de ces 20 finalistes, on en a extrait la crème de la crème, les meilleurs des meilleurs, les pépites. Et c'est eux les responsables, hein, c'est eux les membres du jury qui sont responsables de ce genre de choses. Et ils ont retenu 3 lauréats. Alors 3 lauréats, on a hâte de savoir qui sont ces 3 lauréats. You want to know who won this category? Yes. Jean-Michel, dites-nous. Alors, je ne dis pas le nom. Non. C'est René qui le dira, mais, Ah ouais. mais je peux dire que celui qui a été retenu était baby il y a 2 ans. Et donc, en l'espace de 2 ans, il a déjà été primé en baby. Maintenant, il passe en mentor. Et vous allez commencer à sentir qui c'est. C'est une entreprise qui s'occupe et qui a inventé les hackathons virtuels et qui, d'une certaine façon, est l'innovant des innovants et pousse les autres à être encore meilleurs. Hackathon virtuel, baby il y a 2 ans. Qui est-il? Who's the winner? Agorize. J'appelle Charles Tout, le fondateur d'Agorize. Est-ce que vous pouvez venir nous rejoindre, s'il vous plaît? Bonjour Charles, comment ça va? Donc, il reçoit un livre dédicacé et il va recevoir aussi le prix par son mentor. Alors le prix est là-bas, le prix, voilà. Et vous allez tous les deux, même tous les 3, faire une photo. If you come over here to take a picture, par ici, par ici. Allez, par ici. Et on va voir le 2e lauréat en attendant avec vous, Hervé, le 2e lauréat qui est. Alors c'est le... Un petit peu de suspense, hein. On a dit qu'on allait faire monter la sauce doucement. C'est le café de demain. Alors, lancé en 2015, c'est un lieu qui est destiné aux entrepreneurs afin qu'ils se retrouvent tous ensemble, aussi longtemps qu'ils le souhaitent, dans un endroit et dans une ambiance conviviale et moderne. Convivial, moderne, café, il y a 2 ans? Oui, lancé en 2015. Lancé en 2015. Et je veux accueillir... Qui est le Anti-café. Anti-café, est-ce que... D'Anti-café... Est-ce que... Ravi de vous accueillir, Léonide. Léonide, vous allez prendre le livre, Bravo. le prix, et vous allez faire la photo à côté. Et on va accueillir le 3e lauréat de cette catégorie. Et comme tout à l'heure, on va faire un petit peu de suspense pour ne pas donner tout de suite son nom. On va juste essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font. Dites-nous, s'il vous plaît, qui est le 3e lauréat? Alors, ils sont un peu plus vieux. En fait, ils ont créé en 2006 le premier réseau communautaire d'entraide entre automobilistes.
pour se prévenir des radars, notamment, mais aussi des aléas de la route. Des radars, prévenir des radars. Le premier, celui qui a inventé ce nouvel océan, qui est l'avertisseur de radar, qui est who's the winner, third mentor? Coyote. Coyote, s'il vous plaît. Merci d'accueillir les fondateurs de Coyote, Fabien Pierlot et Jean-Marc Van Leiten. Venez me rejoindre. Bravo, 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 bravo. Vous recevez un livre dédicacé et on vous passe le fameux relais. Allez, vous allez faire une photo avec votre mentor et on va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, peut-être que certains ne connaissent pas qui sont nos mentors autour de la table, ceux qui étaient des bébés comme Agorize il y a quelques années encore, ou comme Anticafé qui ont été créés il y a 2 ans, mais en 2 ans qui ont quand même réussi à créer ce fameux océan bleu. Et Coyote, qui lui, on ne présente plus quand même, hein, qui grâce à eux qu'on a souvent encore un permis de conduire qui n'est pas complètement poissonné, qui n'est pas tout plein de trous. Messieurs, on va détailler un peu ce qui a fait de vous, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, comment ils ont fait pour créer leur marché. On va commencer avec vous, s'il vous plaît, Agorize, Charles Tout. Prenez un micro. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Agorize, on a parlé tout à l'heure de hackathon virtuel. Exactement. Mais quoi de mieux qu'une vidéo pour expliquer ce que sont les hackathons virtuels de Agorize? On regarde. C'est ce qui manque finalement, ce lien entre les différentes parties. On a été bluffés, les projets ont été de très très haut niveau. C'est vraiment une expérience enrichissante qui nous permet de rencontrer des gens, de découvrir des projets qui sont tous plus innovants les uns que les autres. Les bonnes idées sont partout et sans doute encore plus aujourd'hui chez les jeunes. Un des objectifs de ce type de concours, c'est de repérer des jeunes talents innovants qui vont nous aider à réinventer des axes stratégiques du groupe. Alors Charles, venez me rejoindre, venez au milieu. Charles, on peut applaudir quand même, hein. Il a gagné. C'était un baby il y a encore 2 ans, et le baby a beaucoup grandi. Vous n'avez pas été dopé quand même? On va faire un contest antidopage tout à l'heure, hein, parce que c'est incroyable d'aller aussi vite sur ce secteur. Alors expliquez-nous ce fameux Agorize, ce fameux hackathon virtuel. Comment, quel nouveau marché vous avez créé avec Agorize et avec ces hackathons virtuels? Expliquez-nous. Merci beaucoup, Anicette. Juste une petite question. Vous pouvez poser des questions. On a dit que c'était interactif, donc n'hésitez pas, je reçois tout sur ma tablette et on pourra interroger Charles Tout une fois que c'est terminé. On vous écoute. Donc merci beaucoup, Anicette. On est vraiment ravis d'être là aujourd'hui, non seulement parce qu'on était baby il y a 2 ans, et puis la stratégie Océan Bleu, non seulement on l'a suivi, mais en plus, moi je viens du Pays Basque, je suis un surfeur, donc tout ce qui a trait à la mer et à l'océan, clairement, j'adore. Pour en dire un petit peu plus sur nous, vous faire comprendre en fait comment est-ce qu'on a créé un nouveau marché, je vais vous raconter une histoire qui est l'histoire en fait, de la création d'Agorize. Au départ, avec mes 2 cofondateurs, on participait à beaucoup de hackathons en physique et on se rendait compte que ça s'épuisait assez vite. Les organisateurs eux-mêmes s'épuisaient, courant d'un bout à l'autre de la pièce pour gérer la logistique. Et nous aussi, en tant que participants, on retrouvait souvent les mêmes personnes et on a eu envie en fait, d'aller plus loin. Étant digital natives, on a évidemment utilisé le web et créé une plateforme pour digitaliser le hackathon, c'est-à-dire qu'au-delà des événements physiques que vous avez pu voir, on a une plateforme qui permet aux gens de se connecter et directement en ligne de créer des équipes multidisciplinaires, donc de ne plus avoir à galérer en live lors de l'événement une nouvelle fois, pour pouvoir augmenter ce type de dispositif-là, apporter plus de valeur à nos entreprises, plus d'innovation, de nouveaux concepts, et surtout, vous allez le voir, sur des périodes de temps plus longues que généralement 24-48 heures, pour pouvoir creuser les concepts de manière plus approfondie et arriver avec des véritables solutions in fine.
Donc, on parlait d'une réduction de coûts. On a, entre guillemets, un peu réduit la dépendance des grandes entreprises aux consultants, qui parfois sont très coûteux, disons-le, mais qui sont très bons chez Accessio, évidemment. On travaille main dans la main avec eux, puisque à l'issue des hackathons, souvent, les projets qui vont être lancés et menés le sont avec des experts de la gestion de projet, comme les consultants d'Accessio, par exemple. Donc, on a vraiment disrupté le marché de l'innovation, des plateformes d'innovation, en virtualisant le hackathon, et on a créé un marché aujourd'hui sur lequel on est très bien positionné, puisqu'on a environ 30% de part de marché en France, avec un chiffre d'affaires en fin d'année qui va être très certainement au-delà des 3 millions d'euros, et des interlocuteurs qui sont variés dans les entreprises, puisque la transformation de l'entreprise, l'innovation, c'est l'affaire de tous, des directions générales, des directions évidemment de l'innovation, des directions des ressources humaines également. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on est la première plateforme de challenge d'open innovation, de hackathon en ligne. On a un réseau de 5 millions d'innovateurs qu'on est capable d'aller faire participer à nos opérations, mais on travaille également avec les employés, les collaborateurs de nos clients. Vous allez le voir par la suite. Aujourd'hui, on existe depuis 5 ans. On est une cinquantaine de personnes, principalement basées à Paris, mais aussi avec des bureaux à Stuttgart, San Francisco et Hong Kong depuis cet été. Évidemment, on est emmené dans ces destinations par la French Tech qui nous soutient. Et on parlait de dopage. Le dopage, en fait, c'est nos investisseurs qui nous l'ont fourni, on va dire, qui sont à la fois des financiers, mais aussi des grands comptes qui nous soutiennent, avec qui on teste nos évolutions, nos nouveaux produits, évidemment, en premier lieu, avant de les lancer plus largement. Pour parler aujourd'hui de nos offres, en fait, on se définit un petit peu modestement comme le Darwin de l'innovation face à l'ubérisation qui fait très peur aux grands comptes. On leur permet, à travers nos hackathons, nos challenges, de générer plein de nouveaux concepts, ce qui est important, d'avoir aussi les bons talents qui vont les porter, ces concepts, que ce soit des collaborateurs une nouvelle fois ou des acteurs externes, et de faire tout ça dans un mode très agile, très orienté, on parlait du learning by doing, très orienté sur le doing et sur l'action. Donc aujourd'hui, nos offres, en fait, elles se répartissent essentiellement en fonction des communautés qui participent à nos hackathons. En premier lieu, des étudiants, évidemment, les têtes bien faites d'aujourd'hui, souvent les consommateurs de demain de nos clients. Des hackathons avec des professionnels, des développeurs, des designers. Beaucoup et de plus en plus, on sent que tout ce qui est innovation participative, parole aux collaborateurs, innovation par les collaborateurs se développe. Donc on a des hackathons internes et de la même manière que je viens pitcher devant vous aujourd'hui, on organise des challenges de start-up qui certaines fois viennent avec des solutions éprouvées directement activables. Enfin, vous verrez dans les exemples aussi, on a des logiques hybrides qui mélangent en fait ces publics pour générer encore plus de valeur. Le déroulé type, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'idée, c'est de comprendre qu'on a à peu près une phase d'1 mois d'idéation qui est en ligne sur la plateforme, à la suite de laquelle on sélectionne les meilleures équipes qui sont mentorées toujours en ligne. Et à la fin, comme je le fais ici devant vous, on a un pitch ou un hackathon physique dans le monde réel. Donc nous, ce qu'on fait dans ce contexte, c'est qu'on accompagne les grandes entreprises et nos clients pour trouver la bonne thématique, le bon dispositif, la plateforme qu'on a développée la supporte, et on fait monter à bord des innovateurs qui viennent du monde entier, qui sont en fait le miroir de nos offres. On a des étudiants, on a des profils IT, on a des startups, et déjà beaucoup d'employés qui ont participé à nos opérations, et c'est un réseau qu'on a construit depuis 5 ans qui est très international. On s'est connecté aux meilleures universités et écoles dans le monde pour pouvoir faire venir et monter à bord de nos opérations des étudiants du monde entier, qui soient marketing, business, comme là plutôt IT, design. Même chose au niveau des startups, on travaille main dans la main avec des incubateurs un peu partout dans le monde. Et pour vous rendre ça un petit peu plus concret, j'ai quelques success stories à partager avec vous qui proviennent de tout type de secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'innovation n'a plus de frontières. Tous les secteurs, tous les marchés, comme l'a dit René, peuvent être disruptés. Donc pour mieux comprendre, un premier exemple avec Microsoft, où Microsoft en fait demande, quand il lance un nouveau produit, aux étudiants de co-créer la campagne marketing du produit en question, étudiants qui peuvent être des acheteurs ou des prescripteurs potentiels. Un hackathon dont la finale se tenait ici même. Alors j'étais à la place d'Anicette puisque j'animais cette finale-là, qui voyait en fait des grands comptes mettre des data à disposition de développeurs qui, après s'en être saisis, portaient de nouveaux concepts. On a des startups qui ont émergé, qui ont levé des fonds à la suite de cette opération-là. Certaines fois, je le disais, ce sont des startups qui viennent apporter des solutions. En l'occurrence, AXA, qui voulait cartographier les zones accidentogènes en France, qui n'avaient pas les technologies, et qui a pu, au final, lancer 3 POC avec des startups pour le faire. En interne, on a souvent des sujets RH. Chez ADP, c'était réimaginer les environnements de travail.
Donc un thème très intéressant, on a eu vraiment des très très bonnes solutions proposées par les collaborateurs. Et enfin, je disais, certaines fois les logiques sont mixtes. Publicis, pour ses 90 ans, a sourcé autant des étudiants que des startups, que des collaborateurs pour financer 90 projets, donc avec vraiment des prises de participation et une montée au capital de ces projets pour les accélérer. Donc je le disais, on est sur une logique O2O, online to offline, et si 80% du hackathon est online, il est important d'avoir une partie physique pour rencontrer les gens, si on veut prototyper, si on veut les recruter. Donc un exemple avec Engie sur les énergies décarbonées, puis avec la French Tech, avec laquelle on est parti au Mobile World Congress sur les objets connectés. Et pour parler de la plateforme, en fait, on a toutes les fonctionnalités pour permettre aux gens de créer des équipes et des équipes multidisciplinaires ou multidépartements dans les entreprises, de collaborer en ligne, d'être mentorés, tout ça lié aux réseaux sociaux évidemment, et pour la partie jury, de directement en ligne screener les projets, les passer en revue, les sélectionner. Et on est vraiment ravis d'avoir franchi le cap d'1 million d'utilisateurs récemment sur notre plateforme, parce que nous avons eu une distinction par la French Tech. Assez récemment, voilà, encore une fois, on est vraiment très fiers de ça, et c'est des visibilités comme celles données par les Blue Awards notamment qui nous permettent d'avancer et de nous développer toujours plus. Donc voilà, Anicet, je ne sais pas s'il y a des questions sur le Twitter peut-être. Merci Charles. Charles et Agora, est-ce qu'ils rejoignent la longue liste des mentors des Blue Ocean Awards? Il y a WeThings, il y a Criteo, Litchi, il y a des licornes, c'est ce qu'on vous souhaite, tout le mal qu'on vous souhaite. Des Scality, des Compte Nickel, des Uniland. Voilà, c'est les pépites de demain qu'on a ici. Donc on peut encore applaudir Charles Tout et Agorize. Merci Anicet. Moi j'avais quand même une question. Rappelez-vous, on a le hashtag BOA 2016, Blue Ocean Award 2016, pour poser des questions et pour commenter. J'ai tout en direct. Il y a beaucoup de gens qui font des photos, des petits malins qui font des photos. Il y a beaucoup de photos. On attend aussi vos questions sur cette plateforme. Moi, j'en avais une. Il y a une partie qui n'est pas virtualisée chez Agora, et c'est la partie humaine, la partie à la fin. Est-ce qu'on peut imaginer un jour, je ne sais pas, moi, je mets mon casque de réalité virtuelle et je virtualise aussi la partie humaine à la fin, où c'est complètement hors de question? Alors, en effet, pourquoi pas. C'est vrai qu'on a des sujets dans les cartons sur ce type de technologie, c'est-à-dire qu'on monte des hackathons sur ces dimensions-là. On a certaines fois des participants qui viennent du monde entier, je le disais, et qui ne vont pas pouvoir se déplacer. On avait par exemple des Indiens récemment qui avaient gagné un hackathon, qui n'ont pas pu venir pour des soucis de visa, qu'on a fait intervenir en Skype. Et c'était assez incroyable au final, parce que quand ils ont su qu'ils avaient gagné, parce qu'ils ont carrément remporté le hackathon, c'est tous les voisins qui sont venus chez eux, la famille, et c'était Bollywood sur l'écran. Ils pleuraient, enfin c'était une émotion incroyable. Et en effet, presque plus, et presque d'autant plus qu'ils n'étaient pas présents dans la salle, mais qu'on avait cette capacité à connecter avec vraiment, pour le coup, tout le quartier qui était à Delhi, à des milliers de kilomètres de nous. Donc c'est même pas l'open innovation, là c'est carrément transplanétaire. Là c'est du voyage, là je pense qu'on était parti très loin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors il y a une question quand même qui est arrivée, parce que j'ai plein de questions qui arrivent ici, là. Il y en a une de: y a-t-il des petites PME qui s'y mettent? Parce que là, on a vu des grands comptes, évidemment, ça rapporte un peu plus d'argent à Agorize, mais est-ce qu'il y a des PME qui s'y mettent? Alors, en effet, c'est intéressant parce qu'on réfléchit justement à une offre PME. On a travaillé avec des sociétés de taille, on va dire, intermédiaire, comme Before Bank, qui est une société aujourd'hui de 250 personnes à peu près, qu'on pourrait qualifier de PME. Et nous-mêmes, en fait, chez Agorize, on organise aussi des challenges basés sur notre plateforme, maintenant qu'on est 50. Et la dernière édition a très très bien fonctionné, ce qui nous a donné l'idée, en effet, de nous étendre plus largement vers des PME. Le principal souci, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il faudrait, et c'est ce qu'on fera, avoir des tarifs abordables pour ce type d'acteurs. Mais c'est vraiment l'accès au marché, en fait. René l'a dit. Et la capacité à en fait, nous mettre en contact avec ce type d'acteurs qui ont, on va dire, moins une porte d'entrée évidente, comme il peut y avoir une direction d'innovation, une direction générale dans un grand compte. Voilà, au niveau des PME, ils sont un peu plus peut-être le nez dans le guidon, donc on réfléchit à comment on va aborder ce nouveau marché qui peut-être un nouveau océan bleu pour nous. Voilà, c'est un autre océan. C'est ce qu'on se souhaite en tout cas. Un océan bleu turquoise. Merci beaucoup, Charles. C'était Agorize. Merci. Notre deuxième mentor à avoir créé un océan bleu, c'est Anticafé. Venez me rejoindre, Léonid. Léonid Goncherov. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas prononcé votre nom. Léonid Goncherov, merci. Alors vous êtes le fondateur d'Anticafé. La France, c'est quand même le pays des cafés. Hein? On va voir ce que fait votre café. Il est un peu spécial. On regarde en vidéo. Allez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Léonid, je suis le fondateur de l'Anticafé.
Et je voudrais surtout vous remercier de vous avoir sélectionné ce soir parmi les lauréats de Blue Ocean Awards. Anticafé, c'est un hybride d'un café classique, espace de coworking et un peu de chez soi. Avec l'idée que vous payez uniquement le temps passé, 5 € de l'heure ou 24 € la journée, avec accès à volonté à tout ce qui est proposé. Les boissons, la nourriture, l'équipement, l'espace cosy et sympa, aussi bien que toute notre communauté des clients divers. Je voulais ouvrir Anticafé parce que surtout c'était quelque chose dont j'ai eu besoin. En fait, quand je suis venu en France, à Paris surtout il y a quelques années, j'ai eu du mal de trouver l'endroit où je pouvais m'installer tranquillement, sans être gêné par le serveur, sans être demandé de quitter le lieu au bout de 30 minutes parce qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé pour prendre un déjeuner. Je ne le trouvais pas. Les appartements étaient tout petits et du coup, j'ai dû le créer et c'était l'Anticafé. Le premier Anticafé était ouvert il y a 3 ans à Paris, rue Quincampoix. Aujourd'hui, nous en avons 6. 4 à Paris, 1 à Rome, Italie et 1 en Aix-en-Provence. Notre objectif, c'est d'atteindre 50 établissements en Europe d'ici fin 2018. On va faire une partie en franchise. En partie, nous allons ouvrir nous-mêmes. Nous allons créer un vrai réseau, une vraie communauté entre nos clients, nos équipes. Et avoir un Anticafé proposé pour vous dans chaque ville principale de l'Europe, n'importe où vous allez aller. Anticafé. 2 ans, 6 établissements. 3 ans, 6 établissements. 3 ans, 6 établissements. 3 ans, 6 établissements. Objectif d'en faire 50, j'ai bien compris. Tout à fait, c'est bien ça. Bon, café, Anticafé. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est en quoi cet Anticafé, qui apparemment est né d'un besoin, hein, vous cherchiez un endroit pour pouvoir travailler, en quoi ça révolutionne le marché et en quoi ça crée ce fameux océan bleu dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps ce soir pour découvrir tous nos projets. En fait, la différenciation dont vous avez demandé tout à l'heure, ça vient tout simplement du fait que les gens ne payent pas le café chez nous. Ils payent en réalité presque rien, ils payent uniquement le temps qu'ils passent chez nous. 5 € de l'heure, 24 € la journée, avec tout compris. Malgré ça, et malgré notre nom, je vous rassure que le café est très bon et je vous invite de venir pour le tester. L'Anticafé, pour moi, c'est une histoire personnelle. C'est quelque chose que je fais parce que j'en ai eu besoin. En fait, je suis un entrepreneur depuis longtemps et Anticafé, c'est déjà mon 3e projet. J'ai monté la première start-up quand j'ai eu uniquement 17 ans et j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu en Europe d'Est d'où je viens, aux États-Unis. Partout, j'ai pu travailler dans les cafés. Jusqu'au moment où je suis arrivé à Paris. Ici, je me suis retrouvé dans les cafés où les gens disaient « Messieurs, cette table, excusez-moi, dès que je sortais mon ordinateur, c'est pour déjeuner. » Si j'ai trouvé la table qui n'était pas pour déjeuner, je ne trouvais pas non plus du Wi-Fi. Si j'ai eu la chance de trouver la table qui n'était pas pour le déjeuner du Wi-Fi, quelqu'un venait me dire « Messieurs, ça fait 30 minutes que vous n'avez rien commandé, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Et du coup, l'idée de l'Anticafé m'est venue pendant une réunion avec 6 amis de moi à McDo. Parce que c'était le seul endroit où on pouvait se réunir ensemble. Dès que je ne voulais plus refaire des réunions à McDo, j'ai dû le créer moi-même. Comme ça, Anticafé était né. À l'époque, il existait 2 marchés. Du point de vue entrepreneur, freelanceur, 2 marchés. Marché rouge, du coup. Le marché des espaces de coworking, espaces de travail comme Regus, et les cafés classiques. On peut mettre McDo dedans, on peut mettre Starbucks. Ils étaient collés. Ce que nous avons fait, nous avons bougé les 2 marchés. On a créé une niche entre les 2. Qu'aujourd'hui, on peut définir comme le marché de coworking café. C'est notre marché que nous avons créé il y a 3 ans et qui est pour l'instant, heureusement, complètement le Blue Ocean. Du coup, à partir d'ici, je voudrais regarder le fameux tableau de Matrix de Blue Ocean. Je vais rester sur cette comparaison de 2 marchés coworking et café. Par rapport au coworking classique, surtout ce que nous avons fait, c'est que nous avons complètement éliminé les barrières à l'entrée. Nous avons éliminé les engagements. Nous avons permis aux gens de venir comme ils veulent. Nous avons réduit la complexité de l'offre. Limite, on a réduit l'offre, on propose moins de choses. Mais ça nous a permis d'augmenter fortement ce qui existait avant dans les cafés classiques, ce qui n'existe plus, les échanges. Les échanges entre les gens qui ne connaissent pas, les échanges entre les gens qui viennent complètement de différents milieux. Ça nous a permis d'augmenter fortement la flexibilité et surtout le sentiment d'être chez soi, d'être comme à la maison.
Si on parle de nos clients, dans la même logique de Matrix, nos clients imminents sont les étudiants, les freelancers, les entrepreneurs. En réalité, ce sont les gens qui viennent déjà chez nous, qui ne venaient pas du tout dans coworking, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils ne peuvent pas payer le mois d'avance. Mais il y en a plein encore qui ne nous connaissent pas, pour lesquels on va se découvrir. Nos anti-clients, ce que je trouve bien drôle, les anti-clients de Anticafé, sont les grands groupes, les télétravailleurs, les gens qui puissent venir chez nous une journée dans le mois, une journée dans la semaine. Nous avons construit une nouvelle offre juste récemment qu'on va commencer à commercialiser à partir de début janvier et sont dédiés aux grands groupes. Et troisième groupe, ce sont nos clients. Pour nous, ce sont des écosystèmes comme les gares, comme les hôtels, comme les aéroports qui existent déjà, mais auxquels Anticafé peut rendre encore plus de services et du coup, où j'espère que nous pourrons nous installer prochainement. Comme vous savez, ça fait 3 ans, pas 2 ans depuis qu'on existe, on a ouvert 6 Anticafés. Le premier était à Beaubourg. Nous avons fait des Anticafés à Paris et en Provence, dans le centre-ville et sur le campus universitaire, en France et à l'international. Des petits et des grands. Je vais vous montrer quelques photos. Ça, c'est le dernier, Anticafé République. Il a 40 places. C'était avant un magasin de vêtements. Je m'excuse, mais je dois le dire, vous n'imaginez même pas qu'est-ce que c'était moche avant. Grâce au travail de notre équipe formidable de design, d'ailleurs qui sont ici, on a réussi quelque chose de super, merveilleux, je l'adore. Ça, c'est notre tout premier Anticafé, rue Quincampoix, Beaubourg, dans le 3e arrondissement. Il est un peu plus grand, il est sur 2 niveaux, c'était avant une galerie d'art. Ce que j'aime bien par rapport à cet espace, c'est que le galeriste qui était là, est toujours présent. En fait, c'est lui qui choisit pour nous des artistes qu'on expose pendant quelques mois et qu'on tourne régulièrement. Mais comme vous savez, tous les Blue Oceans ont la tendance d'un jour devenir les Red Oceans. Et il y a une personne qui a très bien pu prévoir cette tendance. Vous serez surpris, mais cette personne, pour moi, c'est Alice au Pays de Merveilles. En fait, il y a un dialogue que j'adore dans ce livre entre Alice et la reine. Quand la reine dit « il faut ici courir pour rester dans le même endroit ». Mais qu'est-ce que je fais pour avancer, demande Alice. Il faut courir 2 fois plus vite. Donc ça, ce que nous faisons, c'est pour ça qu'on s'est mis l'objectif de presque concorder le monde, d'ouvrir 50 Anticafés d'ici fin 2018. J'espère d'avoir un Anticafé dans chaque ville européenne grande et peut-être plus petite où il y en a besoin. Et j'espère, j'en suis même sûr que cette belle reconnaissance va nous aider. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Léonide. Merci énormément. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que, en 3 ans, moi, j'ai remarqué, il se trouve que j'habite pas loin de République, je vais raconter ma vie en 2 secondes, et j'ai remarqué qu'il y a énormément de gens qui copient. Donc, en général, c'est ça. Hein. Si on a créé un dossier en bleu et que ça marche plutôt bien et vous avez gagné un Blue Ocean Award, c'est qu'en général, si on vous copie, c'est que c'est bon signe. Hein. Oui, il y a énormément de gens qui continuent à le faire. Comment on fait, justement, quand on est un peu à l'origine de ce marché-là, pour rester toujours un cran au-dessus? Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein des cafés coworking. Bien sûr. Déjà, je vais commencer par préciser, je n'aurais pas dit qu'il y a vraiment qui copie. En fait, je vous ai parlé de 2 marchés, coworking et café. Il y en a beaucoup qui ne sont pas au milieu, ils vraiment ont pris les 2, mais qui sont dans le marché par exemple, de coworking, mais qui font un tout petit peu plus libéral, mais ils restent quand même dans le coworking. Celles-ci qui ont copié, il n'y en a pas tellement, mais il y en a 2-3 sur Paris qui ont fait vraiment bien, qui ont fait quelque chose de ce genre comparable. Du coup, je vais réduire à ça. Comment on fait pour rester en avance? C'est pour moi toujours innover, toujours améliorer notre produit. Qui ont été les premiers, qui ont 3 ans d'avance, du coup on a 3 ans de savoir-faire, mais surtout 3 heures d'erreur devant nous. Oui. Pardon, devant nous. Oui. Non, derrière, vaut mieux qu'elle soit derrière. Mais il y en a aussi devant, ça, rassurez-vous. Il y en a toujours. On a toujours quelque part. Ce qui est fort pour nous, nous sommes les seuls réseaux aujourd'hui. Nous sommes les seuls qui ont les moyens, qui ont l'équipe, qui ont tout pour créer ce réseau. Si on aura le réseau, notre valeur ajoutée principale va devenir notre clientèle. La possibilité pour vous de venir d'un Anticafé à l'autre, d'échanger et d'appartenir à cette communauté. C'est quelque chose qui, du coup, devient un produit de marché bleu en soi qui est très compliqué à copier. Donc, tremblez Starbucks, tremblez McDo Café, il y a Anti-Café. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Salut. Alors,
si j'ai encore mon permis de conduire, c'est un peu grâce à 2 personnes qui sont ici, les 2 fondateurs de Coyote, Fabien Pierlot et Jean-Marc Van Latem. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Coyote, cette machine à vous garder votre permis entier, petite vidéo. Coyote. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, Coyote, ça paraît complètement évident, d'accord? Mais il y a 10 ans, ce n'était pas si évident que ça. Alors, comment avez-vous eu l'idée de créer ce nouveau marché qui paraît évident aujourd'hui à tout le monde, qui s'appelle Coyote? Vos permis de conduire nous intéressent. En gros, on a décidé avec Jean-Marc de suivre la trame des 5 enjeux de Blue Ocean, qu'on a trouvé très pertinent pour présenter notre société. Donc, si vous le voulez bien, je vais travailler en n'étant pas très innovant, mais en étant méthodique. Alors, le premier point, c'est créer mes nouveaux marchés par l'innovation de rupture. Pour la petite anecdote, il y a toujours souvent une histoire avant le démarrage d'une société. Je suis un passionné de voitures, d'automobile, de courses automobiles. Et régulièrement, quand j'étais étudiant, je devais aller voir ma petite amie de l'époque, et aujourd'hui mon épouse d'ailleurs. Et j'étais confronté souvent à des problèmes de radar et de contrôle de vitesse qui m'empêchaient et souvent m'a obligé à prendre le train. Et un jour m'est venue l'idée de se dire, il va falloir qu'on crée un système qui permette une communauté d'automobilistes qui vont pouvoir s'informer entre eux et en temps réel de présence de radar. À l'époque, on est en 2003, il y a la mise en place de radars fixes. C'est une cause nationale, numéro 2 de la cause nationale, et il n'y a encore que des systèmes assez désuets qui sont la CIBI, qui sont les appels de phare ou des outils un peu illégaux également. Et l'idée, c'est de structurer ça pour créer finalement le premier réseau social de la route, une solidarité entre automobilistes pour s'informer. À l'époque des radars, aujourd'hui, on le verra par la suite, c'est beaucoup plus que des radars, c'est un assistant d'aide à la conduite. Donc j'ai commencé à démarrer l'activité en 2003 avec un serveur vocal, avec un numéro surtaxé gratuit permettant en fait aux automobilistes de s'informer entre eux et en temps réel de présence de radar. J'ai vu qu'il y avait une appétence sur ce marché. Et tout de suite après, je me suis dit, il va falloir qu'on crée un petit boîtier beaucoup plus intelligent avec des grandes technologies, puisque je voulais utiliser le GPS pour localiser le véhicule, le GSM pour qu'on puisse communiquer entre automobilistes. Et là, je sortais d'école de commerce, j'étais inconnu, enfin je ne connaissais rien en informatique, rien dans l'électronique, je n'avais jamais vu un circuit imprimé de ma vie. Alors ça me fait rebondir au point 2 de l'enjeu Blue Ocean, qui est accéder à mes écosystèmes innovants. Et là, en l'occurrence, mon écosystème innovant, c'était Jean-Marc. Ça a été Jean-Marc parce que j'avais, comme je vous le disais, aucune compétence en informatique et électronique, et il fallait que je trouve une société qui puisse m'aider, ou une personne qui puisse m'aider à créer ce produit-là. J'avais le concept en tête, il fallait juste qu'à réaliser le produit. Et c'est là où mon écosystème est arrivé. À toi, Jean-Marc. Et tu te souviens de la société dans laquelle tu m'as débauché? Ça ne se vante pas, ça s'appelait Océan. Oui, Océan. Océan, c'était prémonitoire. C'était Océan, et c'est une société dont le nom Océan était en grosses lettres rouges. Et c'était un vrai océan rouge, une société de géolocalisation de véhicules qui était sur un marché mature. Et je développais des produits, la même chose que tous les concurrents, avec des moyens. Il fallait tirer sur les bouts de ficelle tous les jours. C'était très difficile. Alors quand Fabien m'a dit,
viens créer un nouveau produit, un nouveau concept avec moi, j'ai dit oui tout de suite, je sais faire, on y va. Et, et en fait, j'ai quitté mon océan rouge, littéralement, la société qui m'employait, pour travailler à plein temps sur notre projet. Et c'est sûr qu'après 10 ans à créer des nouveaux produits, des nouveaux services dans notre société novatrice, en déposant des brevets d'invention, c'est quand même beaucoup plus amusant, et ça je le dis à toutes les startups qui sont là. Si vous avez l'opportunité de créer votre nouveau marché, faites-le. C'est quand même beaucoup plus amusant que d'aller faire pendant 10 ans ou 20 ans, comme j'ai fait pour des sociétés dans l'océan rouge. Ça, c'est sûr. Alors, du coup, première étape, il fallait le service. Deuxième étape, j'avais mon mentor sur l'innovation. Il fallait industrialiser. C'est le troisième point de l'enjeu des Blue Ocean, c'est industrialiser mon innovation. Là encore, j'ai eu Jean-Marc, il fallait s'appuyer en fait pour créer un produit de haute technologie innovante à l'époque. Je rappelle qu'en 2005, il n'y a pas de GPS, c'est 5 ans, c'est dans les balbutiements du GPS et du GSM. Il fallait utiliser un réseau existant, des connaissances, ouvrir les bonnes portes aux bonnes sociétés, des bonnes personnes qui sachent industrialiser notre produit. C'est vrai, et là je vous présente un peu les produits qu'on a lancés sur les dernières 6 années ou 7 années. On a démarré avec un produit tout simple. Affectueusement, nos clients l'appellent le ballon de rugby en 2006, avec un truc tout bête, la limitation de vitesse à tout moment, votre vitesse en temps réel, une alerte de survitesse si vous dépassez la limitation de vitesse, et ça a rassuré les gens. Ils avaient pu aller se faire flasher bêtement, et bien sûr, il y avait un bouton sur le top là qu'on ne voit pas vraiment, mais qui permettait à n'importe qui d'appuyer sur le produit et de dire « ici, il y a un événement, attention, ralentissez ». Et c'est à partir de ce service plutôt avertisseur radar temps réel qu'on a rajouté des fonctionnalités de sécurité routière, d'événements routiers. Bien sûr, on a adopté le smartphone en 2010 avec l'explosion du smartphone et de l'iPhone, et jusqu'en 2013 où on a commencé à être intégré directement dans les véhicules connectés. Et aujourd'hui, on a vraiment un service qui est très très large. Il y a 70% de nos remontées qui sont des informations de ce type sécurité routière. Et on est sur toutes les plateformes, qu'elles soient sur le conducteur, son smartphone, dans le véhicule ou intégrées directement sur le tableau de bord du véhicule. Alors, le quatrième point de l'enjeu du Blue Ocean, c'est délivrer mon innovation sur mon marché. Et on a été on a rajouté une chose, et la faire connaître. Une fois qu'on a le concept, qu'on sait l'industrialiser, qu'on a en fait les bonnes personnes pour fabriquer le produit, il ne reste plus qu'à le mettre en place. Et quand on est sur un nouveau marché où il n'y a pas d'équivalence, on peut se référer à rien du tout, puisqu'il n'y a pas de repère, il n'y a aucun critère. Donc l'idée, c'est de se dire, j'ai une chance énorme, j'ai un produit qui a priori surfe un peu sur la vague médiatique. On est, je vous le rappelle, en 2005, plein de radars partout, c'est un sujet, on en parle tous les jours sur les médias. Et l'idée, c'est de se dire, on va créer un site web marchand, et puis on va sortir un communiqué de presse auprès de l'AFP, où on va tout de suite utiliser médias, ça sera le meilleur support pour nous de se faire connaître. Et effectivement, lorsqu'on a communiqué à l'AFP ce petit CP, on a touché tout de suite la presse écrite, la presse radio et la presse télé. À un tel point qu'on a même été retenu, et on a eu un sujet d'une quinzaine de minutes sur le 13h de Jean-Pierre Pernaut, et nos serveurs ont planté la honte, je ne vous dis pas la honte. Il y avait sans doute des milliers d'utilisateurs qui ne pouvaient même pas savoir ce que c'était Coyote, parce que je n'avais pas prévu la capacité. Ils sont arrivés après. Et alors, donc, ce qui est intéressant en fait sur un marché qui est vierge, c'est qu'on dit souvent first mover stakeholder, c'est-à-dire que vous captez la population, vous captez la communauté. C'est un peu ce qui s'est passé chez nous depuis 10 ans. C'est qu'on a capté la population des gens addicts à la voiture, des gens pour qui le permis de conduire égale permis de travail bien souvent. Et du coup, on a une communauté très fidèle, très loyale, parce qu'on a été les premiers. Alors, il faut continuer à le rester, mais c'est ça qui est intéressant sur un marché où il y a tout à faire. Et c'est vrai qu'on a touché au départ une population de gens assez geeks, de gros rouleurs, et le bouche à oreille, après les médias, nous a beaucoup aidé pour avoir un peu plus de communauté. À l'époque, on disait qu'entre hommes, on parle souvent de politique, de plus en plus maintenant, vous le savez, mais surtout de bagnoles et de radars. Ouais, et des filles aussi, un peu pour les jeunes. Donc le point 5, le dernier enjeu du Blue Ocean, c'est maximiser mon potentiel d'innovation. Donc une fois qu'on a le concept, qu'on a le produit et qu'on l'a lancé, l'idée c'est de se dire il faut effectivement que je sois le premier et que je sois partout. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Quand on a démarré en fait Coyote, on a été sur un site poème marchand au départ. Ensuite, on a capté le retail. On a voulu le vendre tout de suite en disant c'est tout de suite là on va avoir des références chez Darty, Fnac, Noroto, Boulanger. On s'est dit ensuite on va créer notre propre retail. On a créé des Coyote Stores. On a à peu près une vingtaine de boutiques en France et puis on en développe maintenant en Europe.
On a effectivement, on s'est dit, il faut qu'on soit présent, il faut que la communauté s'agrandisse. Donc on a créé des filiales au Benelux, en Italie, en Espagne, en Pologne. On a lancé, là, depuis 2 jours maintenant, Laurence, le Canada, je peux l'annoncer, je crois, parce que c'est assez récent pour attacher le marché, le continent nord-américain. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir, quand on a une innovation, quand on a un nouveau produit, être le plus rapidement répandu partout et sur tous les supports. On a en fait démarré l'activité Coyote avec un boîtier à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas encore de smartphone à l'époque. Le premier iPhone est sorti, je crois, en juin 2007. Et donc, on a été obligé de créer ce produit. Puis ensuite, le smartphone est arrivé. On est venu sur le support du smartphone. On a développé des applications sur tous les smartphones, que ce soit sur Android ou sur Apple. Et puis, naturellement, maintenant, on vient chez les constructeurs automobiles, où on vient s'installer en première monte directement. Donc voilà, maintenant, on est sur 3 supports. J'ai fini. Merci, Fabien. Vous avez compris que Coyote, c'était la bonne idée, au bon moment, la bonne association entre quelqu'un qui avait l'idée et quelqu'un qui savait la faire. Mais aussi, ce qui est important de savoir, c'est que maintenant, il y a 250 personnes chez Coyote et on doit notre réussite à ces 250 personnes qui nous ont accompagnés depuis 10 ans. 250 personnes plus une. Voilà. La directrice marketing et commerciale de chez Coyote. Laurence Larvor, donc directrice marketing commerciale. Communication. Marketing, experte en Blue Ocean, qui a les grades sur un truc qui a oui, été... mais qui est, elle, labellisée Blue Ocean. C'est la seule qui a suivi la formation très Blue Ocean rapidement, pour terminer, pour conclure, parce qu'il y a plein de questions qu'on a envie de vous poser. Okay. Alors, pour terminer, petite matrice. Alors, juste, imaginez quand même, pour retracer, là, on vient de voir l'histoire, et c'est vraiment intéressant de se dire, en 2006, la technologie, on est à l'âge de pierre. Il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas Twitter, il y a à peine Facebook. Donc imaginez la révolution technologique que ça apporte de pouvoir à l'époque connecter. Parce qu'à l'époque, on a des GPS qui ne sont absolument pas connectés. Donc les automobilistes, ils font quoi pour s'informer? Ils font des appels de phare. Donc c'est ça qu'on a éliminé d'abord. Ce sont les appels, les bons vieux appels de phare qu'on faisait pour s'informer en temps réel. Alors ce qu'on a réduit du coup, c'est des comportements dangereux, puisque quand on arrivait, comme on n'était pas prévenu, on freinait à la dernière minute. Et aussi, ce qu'on a réduit, c'est l'accessibilité, parce qu'il a fallu quand même avoir un réseau donc pour pouvoir utiliser nos produits. Ce qu'on a augmenté, et c'est très important, c'est la fiabilité, le temps réel, parce que c'est ça vraiment l'innovation, c'est que en temps réel, on peut s'informer de tous les aléas de la route. Alors bien sûr des radars, mais pas que. Et il y a plein de perturbations, par exemple des objets sur la voie qui sont extrêmement dangereux pour des motards qui arrivent sur une route, les accidents ou les coups de frein. Donc c'est tout cet ensemble de perturbations qui a vraiment permis donc à Coyote de créer une fiabilité d'information pour les automobilistes pour rouler plus en sécurité et puis évidemment de garder leur points sur leur permis. Donc ce qu'on a augmenté aussi, c'est le prix. Parce que voilà, on est un système payant et on l'assume, parce que je sais la question qui va suivre. Oui, mais on vous la connaissez l'assume. parce que je l'ai même en 4 fois pour vous dire ça m'étonne pas. à quel point elle est importante. Et bien justement, c'est ce qui fait que en 4 lettres aussi apparemment, qui commence par un W et qui s'appelle Google derrière probablement. C'est notre différence, ce qui fait qu'on a une communauté qui est donc payante, qui est extrêmement engagée, c'est-à-dire qu'ils ont, ils veulent remonter des informations de qualité. Justement, Laurence, je vous pose la question, puisque la question a été posée. Comment vous positionnez par rapport à Waze, qui aujourd'hui est un concurrent certain? Alors, c'est une population complètement différente. Waze, c'est uniquement sur smartphone, et je dirais qu'on est complémentaires à eux, puisque eux sont très connus et très bons d'ailleurs sur la navigation et le trafic. Nous, notre métier de base, notre ADN, c'est l'alerting en temps réel. Donc, on est assez complémentaires d'eux. On vient un peu sur leur marché, puisque maintenant, on fait de la navigation et également du trafic. 2 populations différentes, 2 métiers et 2 promesses différentes. Et puis surtout, j'ai tendance à dire, et ça c'est un peu le village gaulois qui se bat contre l'envahisseur américain, on est ils sont payant. tout petits israéliens à la base. Oui, mais maintenant ils sont américains, ils sont un peu plus voyants étant américains. Et l'idée c'est de se dire que c'est parce que c'est payant que c'est bien, et c'est parce que c'est bien que c'est payant. Et quand c'est gratuit, c'est gratuit. Voilà. Donc du coup, quand c'est gratuit, c'est nous le produit en général. C'est un autre, voilà. Exactement. Donc on pose la question en corollaire, est-ce que vous allez faire une nouvelle innovation? Est-ce que vous n'allez pas faire une nouvelle rupture pour justement rester premier? Alors, quand on a goûté au Blue Ocean et qu'on arrive sur un territoire vierge où il y a tout à faire, c'est hyper excitant, vraiment, plutôt que d'aller concurrencer quelqu'un ou une solution qui existe déjà. Donc, on ne va pas en parler parce que sinon, je vais avoir des histoires, mais on a 2-3 innovations qui vont sortir l'année prochaine qui sont assez rigolotes. Ah, on n'en saura pas plus? Non. Je peux vous dire 2 mots sur les prochaines innovations. Oui. Ah bah non. Même 3? Sans les dévoiler. Ah, bon, là, c'est moins drôle. C'est la data, l'innovation.
Hein, parce que bien sûr, on remonte des données des conducteurs, mais on se remonte aussi des données de conduite, le type de conduite, la quantité de conduite. Et ça intéresse beaucoup plus de gens. Ça intéresse d'une part les assureurs, qui aujourd'hui sont prêts à vous faire des remises sur les primes d'assurance, si vous conduisez peu et conduisez bien. Aujourd'hui, en France, je crois qu'il y a déjà 4 ou 5 assureurs qui le font. Ça, c'est une vague de fonds au niveau international. Ça intéresse les flottes de véhicules, parce que le patron qui est responsable de ces conducteurs professionnels, il veut les accompagner en toute sécurité. Il veut réduire le coût de sa flotte de véhicules, il veut optimiser l'utilisation. Mais là, vous nous faites un pitch assez global, parce qu'il y a aussi des voitures connectées qui arrivent et qui, elles, proposent des alertes automatiques. Il y a des trottoirs qui sont capables de prévenir s'il y a des bouchons, s'il y a des places libres. Moi, ce qu'on a envie de savoir, c'est qu'est-ce que le leader, celui qui a commencé tout ça, qu'est-ce qu'il nous propose demain pour reprendre ses bottes de 7 lieues et rendez-vous en 2017 pour le prochain Blue Ocean. C'est le journaliste qui parle, j'aurais pas mon scoop ce soir. Sur de nouveaux marchés, et on ne voulait pas ce soir, parce que vous savez, dans la techno, on ne peut pas se permettre de diffuser une innovation, sinon on la perd. Même à l'oreille. Juste pour conclure, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant que toutes ces innovations arrivent dans les voitures en natif, il va se passer, les cycles industriels de l'automobile sont extrêmement longs. Et c'est là où Coyote a vraiment une place à prendre, puisque nous, on propose en fait des objets, et que ce soit via le smartphone ou via un boîtier dédié, et justement de pouvoir connecter l'automobiliste avant même de changer de voiture. Donc c'est là où on vient aussi complètement dans la tendance du moment et pouvoir répondre à des attentes d'automobilistes qui sont extrêmement nombreux et qui n'ont pas forcément envie de changer de voiture pour profiter de la technologie. Donc Coyote très vigilant à tout ce qui se passe, et ça nous concerne évidemment parce qu'on est tous des conducteurs, on a tous un petit problème avec notre permis, et notamment avec la route. Donc on vous remercie énormément, et j'attends cette fameuse innovation avec la data, avec tout ce qui va arriver derrière. Merci.